Bonsoir à tous, vous écoutez Le Grand O, l'émission politique de Radio Sciences Po. Nous vous avons concocté une grille d'exception pour cette première émission 2013, avec au programme les révélations de David Colomb sur sa candidature à la présidence de Sciences Po, les commentaires inédits d'une députée sur le vote de la loi du mariage pour tous, l'avis de Patrick Artus sur l'état de la crise économique et bien d'autres surprises vous attendent au cours de l'émission, alors restez avec nous. Donc ce soir, Le Grand O reçoit le potentiel futur directeur de notre belle institution, David Colomb. Bonsoir. Bonsoir. À peine votre candidature déclarée, vous êtes déjà sous le feu de la rampe. Le Figaro vous définit comme le candidat branché de Sciences Po ou encore comme le candidat des étudiants. Mais qui se cache réellement derrière vous, David Colomb? Vous qui êtes un des fils spirituels de Richard Descoings. C'est ce que nous tenterons de découvrir ce soir. Alors, ancien de Sciences Po, agrégé d'histoire, vous avez été professeur d'histoire rue Saint-Guillaume avant de rentrer dans l'antre administratif de cette prestigieuse école, mettant fin à vos rêves de lycéen de devenir journaliste. Vous êtes actuellement directeur du campus de Paris, mais c'est avant tout pour discuter de votre candidature à la fonction suprême que vous êtes parmi nous ce soir. Alors, mettez-vous à l'aise et bien sûr, sans langue de bois. Bonjour David Colomb. Bonjour. Bonjour. On va agencer cette interview en 3 parties. On va d'abord parler de votre CV, de votre background, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, dans une seconde partie, on ira sur votre projet. Ce sera la partie la plus longue, savoir ce qui vous démarque des autres candidats. Et enfin, peut-être une partie, comme on l'a mentionné, peut-être plus intime. Première question sur votre parcours et votre relation à Sciences Po. Qu'est-ce qui vous distingue des autres et qu'est-ce qui fait que vous êtes le plus science-piste peut-être d'entre tous? Et alors qu'il est, nous ne connaissons pas d'autres candidats. Je sais que Dominique Régnier a fait part de son intention de porter à nouveau candidat. Il est le seul candidat déclaré. J'espère que les candidats dont les noms circulent aujourd'hui dans la presse se déclareront. J'espère surtout qu'ils feront connaître leur projet. Car au-delà des personnes, des profils, des parcours des uns et des autres, j'aimerais que cette décision très importante qui concerne toute notre communauté repose bien sur l'analyse de propositions concrètes. Oui, mais alors finalement, vous n'allez peut-être pas attendre que tous les autres candidats se déclarent, vu qu'on a déjà eu pas mal d'idées au niveau des candidats. Donc, qu'est-ce qui finalement vous fait ressortir du lot? Écoutez, je ne peux pas dire que je ressors du lot dès lors que je ne connais pas la composition de ce lot. Mais qu'est-ce qui vous définit par rapport aux autres? Alors, ce qui me définit, c'est mon amour de Sciences Po. Je ne sais pas si ça me définit par rapport aux autres, mais en tout cas, je l'ai très clairement exprimé dans ma déclaration de candidature. J'aime cette maison. Je l'aime depuis le premier jour où j'ai mis les pieds et forcé les portes qui étaient alors très lourdes de la rue Saint-Guillaume. Je dois tout à Sciences Po. Je lui dois le travail, les fonctions que j'exerce aujourd'hui. Je lui dois mon savoir pour une très grande partie. Je lui dois mes expériences, notamment associatives. Je lui dois d'avoir rencontré mon épouse. Je lui dois mes meilleurs amis. Je lui dois quelques-uns de mes meilleurs ennemis. Bref, je dois tout à cette maison. Et c'est le sens de mon engagement et de cette volonté aujourd'hui de porter cet amour et puis cette expérience assez forte de ces dernières années au profit de notre établissement. Donc en fait, vous êtes loin du candidat branché que le Figaro.fr nous annonce. Je pense que la journaliste du Figaro.fr faisait référence à mon usage fréquent et quasi constant des nouvelles technologies, un usage que j'assume. Et vous verrez que c'est un des éléments que j'entends développer dans le projet. Vous venez de nous parler de cet amour pour Sciences Po, mais Sciences Po, malgré toutes ses qualités, a été assez vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes. Est-ce que vous ne pensez pas que justement votre proximité avec l'ancienne direction peut vous jouer des tours et que les personnes en charge du dossier vont choisir quelqu'un d'un peu plus distant face à l'établissement? Écoutez, il faut distinguer deux choses. D'abord, personne, pas même la Cour des comptes, ne conteste le formidable développement de Sciences Po, son internationalisation, sa démocratisation, l'apport qui a été le nôtre au progrès de la recherche en sciences sociales. Et cela est porté à notre crédit, et c'est précisément le champ dans lequel j'ai inscrit mes activités. En revanche, il va de soi que la gestion qui a été la nôtre ces dernières années a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, certaines justifiées, d'autres moins justifiées. Il y a été répondu. Pour ma part, j'y réponds dans le projet que je présente de façon très claire. En ce qui concerne ma propre gestion, elle est parfaitement exempte de reproches à la tête du campus de Paris. Et votre âge n'est-il pas un défaut? Parce que vous êtes, pour l'instant, vous êtes que 2, mais le candidat le plus jeune, et on l'a souvent entendu dans la presse. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques? Je trouve très surprenant de considérer quelqu'un de 39 ans comme quelqu'un de très jeune.
c'est vrai, je suis très à l'âge de 39 ans et bientôt 40 ans. J'ai 4 ans de plus qu'Émile Boutmy lorsqu'il a fondé Sciences Po. J'ai 2 ans de plus que Richard Descoings lorsqu'il a pris la direction de cet établissement. Alors peut-être que l'on peut me reprocher mon âge. À mes yeux, il constitue avant tout un atout. Je crois plus fondamentalement qu'il serait temps dans notre société que l'on donne un peu plus de place à la jeunesse et que l'on reconnaisse les talents, notamment de nos étudiants à Sciences Po. Au-delà de ces mots de cette personne, vous avez un projet relativement large, 260 propositions si je ne m'abuse. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter les plus importantes, les plus fondamentales d'entre elles et celles qui feront peut-être la différence ? Je vais vous proposer je vais vous présenter avant les propositions, parce que 260 c'est plutôt Oui. fastidieux. Oui. La démarche. Pour moi, il s'agit avant tout de faire en sorte que la gouvernance de Sciences Po soit à l'avenir exemplaire, que sa gestion soit irréprochable, et je fais un certain nombre de propositions très concrètes en ce sens. Je suis très attaché au fait que les étudiants, comme les salariés, comme les chercheurs, comme les enseignants soient représentés au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques. Je suis attaché à cette idée depuis 20 ans, et je défends cette idée depuis 20 ans. Je suis très attaché aussi à l'idée que Sciences Po poursuive son développement en associant davantage celles et ceux qui font vivre au quotidien cette maison, les étudiants, les anciens, de même que les chercheurs, les salariés. Je veux que Sciences Po continue d'être un modèle pour l'enseignement supérieur, pour la recherche et pour l'éducation. Il y a des sujets sur lesquels nous avons été pionniers et sur lesquels nous devons aujourd'hui accentuer notre effort. Le lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, avec notamment la démocratisation de l'accès à Sciences Po, la diversification du recrutement, le lien entre l'université et une école comme Sciences Po, un établissement universitaire sélectif tel que le nôtre. Nous avons proposé des doubles diplômes et je propose de nouveaux doubles diplômes au niveau du collège. Nous avons été aussi pionniers dans le rapprochement entre les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales dans nos doubles diplômes. J'ai la conviction très profonde que c'est du rapprochement entre les arts libéraux, les sciences humaines et sociales d'une part, et les sciences et les techniques d'autre part, que pourra naître l'innovation de demain. Donc c'est une très forte ambition que je porte et qui se concrétise par 260 propositions. Ça peut paraître beaucoup, mais en l'occurrence, chacune d'elles repose sur une expérience de 20 ans au sein de cette maison. Je ne considère pas le fait d'avoir côtoyé Sciences Po quotidiennement depuis 20 ans comme une tare, loin de là. Et sur l'aspect financier de votre programme, justement, est-ce que vous pouvez détailler un peu vos propositions ? Parce que toutes ces idées ont certainement un coût et la Cour des comptes a mis en cause un peu justement l'aspect financier de Sciences Po. Qu'est-ce que vous comptez faire pour rétablir cette reddition de comptes ou cette transparence ? Vous savez, le plus important en l'espèce, c'est bien le caractère irréprochable de notre gestion. Je considère que cela passe en premier lieu par l'application pleine et entière de toutes les recommandations de la Cour des comptes, sans la moindre exception. Je considère que cela passe par la création d'un poste de directeur général ou de directrice générale des services, en charge de la coordination de l'ensemble des fonctions support et en charge précisément de cette gestion. Je considère que cela passe par le renforcement des instances de contrôle internes et externes. Je fais des propositions pour que les évaluations soient plus systématiques et que le contrôle de gestion soit plus ciblé. Je considère également que nous avons une très grande marge de progression en termes d'efficience de notre gestion. Je fais des propositions très concrètes pour améliorer la gestion et pour faire des économies profitables à tous. Je vous donne un seul exemple, la possibilité pour tous les étudiants de disposer d'un dossier numérique. Qui, à cette table, a consulté son dossier papier ? Vous, non. Donc à cette table, les 2 tiers n'ont jamais consulté un dossier
que des secrétaires, notamment les secrétaires de mon équipe, constituent avec soin des milliers d'heures de travail chaque année pour classer soigneusement chaque fiche d'évaluation, chaque copie dans un dossier blanc qui va dans un compactus gigantesque qui occupe des mètres carrés très précieux dans Paris, pour qu'au final, vous ne puissiez pas le consulter. Je propose la mise en place d'un dossier numérique étudiant avec la numérisation de l'ensemble de ces pièces, de sorte que vous puissiez accéder au contenu de ce dossier, de sorte que vous puissiez gérer les informations qui vous concernent, de sorte que vous puissiez faire des demandes d'aménagement de scolarité, des demandes de suspension, des demandes de césure par un simple clic, et cela constituera, une fois que ce sera mis en place, une perspective d'économie assez fantastique et d'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés. En effet, ce sont des propositions innovantes. D'où ça vous vient? Quelle est votre source d'inspiration, si on peut se permettre cette question? Les propositions les plus innovantes portent sur la dimension du numérique, puisque je suis très attaché à cette dimension. J'ai commencé à assurer candidat branché, donc. Candidat branché, c'est une autre dimension. Non, mais est-ce que vous avez un modèle, par exemple, modèle anglo-saxon, la LSI, c'est ce que disait Hervé Cress lors de son dernier entretien à RSP. Donc, vous avez un modèle, vous êtes inspiré d'une autre école? Je crois qu'il ne faut pas simplement raisonner en termes de modèle. Il faut s'interroger sur ce qui, aujourd'hui, dans la société française, bloque les innovations. Ce qui fait que Google est né aux États-Unis, à Stanford. Ce qui fait qu'Instagram est né à Stanford. Ce qui fait que Facebook est né aux États-Unis. Et je crois que, pour citer Steve Jobs, c'est précisément le fait que ces entreprises et d'autres comme Apple se sont trouvées à la rencontre, at the crossroads of liberal arts and technology, au croisement des arts libéraux et des technologies. En France, nous ne proposons pas cette rencontre, puisque nous avons d'excellentes écoles d'ingénieurs au niveau master qui sont le plus généralement séparées du monde universitaire. Et je fais des propositions très concrètes en vue de créer des doubles diplômes en humanité numérique au collège universitaire, en innovation numérique en master, de sorte de susciter la possibilité un jour de faire naître ces nouveaux profils de créateurs innovants, de réflexion sur des usages du numérique, pour que peut-être un jour, le prochain Instagram naisse à Sciences Po. Et pour le rendre possible, il faut développer l'innovation et l'entrepreneuriat. Vous jugez culturellement ces changements possibles? Vous pensez que ce n'est pas inscrit dans la culture française, un peu cette dichotomie entre sciences dures et sciences humaines? Parce que les exemples que vous avez pris, la Californie, la Silicon Valley, il y a quand même une dimension véritablement culturelle de l'innovation américaine qui va au-delà d'un simple rapprochement en termes d'école. Qu'est-ce que Sciences Po? Sciences Po est le lieu précisément où on a rendu possible la rencontre de disciplines qui ne se rencontraient jamais. Sciences Po, à l'époque d'Émile Boutmy, est le lieu où l'on a mis en contact des disciplines qui ne se croisaient jamais. Donc Sciences Po, au XXIe siècle, doit être le lieu en France où la technologie, les sciences dures, les sciences naturelles, la médecine rencontrent les sciences sociales. Pour continuer sur le numérique, c'est une question d'Antoine Imberti sur Facebook. Il dit, contrairement à ce qui est en passe de devenir un standard international, Sciences Po n'ouvre toujours pas la possibilité des étudiants d'accéder en e-cours à l'ensemble des cours disponibles de l'université. À quand la réforme? Et moi, je vais même ajouter une autre question. Il est en passe de devenir un standard universitaire, enfin un standard international pour les universités américaines, de proposer certains de ces cours gratuitement sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé si vous devenez directeur? Eh bien, cela figure très précisément à la proposition 163, la proposition 164, la proposition 165, la proposition 166 de mon programme. Merci de nous avoir fait. Merci de nous interlocuteur. Merci de nous avoir donné. En l'occurrence, non, pour dire les choses. Sciences Po doit être une université citoyenne ouverte sur le monde. Cela passe bien sûr par la mise à disposition d'un ensemble d'enseignements de façon ouverte. Je crois qu'il n'est pas question simplement d'ouvrir les enseignements, mais d'ouvrir la possibilité à tout à chacun de consulter les événements, de visionner les grands événements de la vie étudiante à Sciences Po, les grandes conférences, les grandes rencontres, de rendre Sciences Po ouvert et accessible, de proposer aussi des cours innovants, à la fois dans des plateformes généralistes, ce que l'on appelle les Massive Open Online Courses, les MOOCs, mais aussi des cours qui offrent la possibilité d'une certification. Il faut intégrer le numérique à toutes les échelles de notre institution, dans tous les enseignements, parce que c'est la clé pour la formation de nos étudiants. C'est ce qui vous dotera
des outils qui vous permettront, et qui vous permettent déjà manifestement, d'être des acteurs éclairés du monde numérique de demain. Je propose de doter chaque étudiant de Sciences Po d'une culture générale De digitale. iPad, comme en Corrèze. Peut-être pas d'iPad, mais de Raspberry Pi. Est-ce que vous connaissez le Raspberry Pi à $19, avec lequel vous apprenez très concrètement comment fonctionne un ordinateur? Aujourd'hui, créer un blog, c'est une capacité tout aussi importante que de présenter un exposé en 2 parties et 2 sous-parties. Il est plus probable que dans votre vie professionnelle que vous soyez appelé à vous manifester dans un espace numérique plutôt qu'à rendre une note écrite pendant 4 heures sur du papier avec un joli stylo à votre N+1 ou votre N+2. Sur la question de l'ouverture, j'en profite pour donner la deuxième question. Donc, il y a lundi dernier, vous avez dévoilé la liste des personnes qui sont admissibles à Sciences Po. Ça ne veut pas dire qu'elles sont admises, mais qui seront dispensées du stress des épreuves écrites. Il y a 600 élèves à peu près sur cette liste, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qu'il dit, c'est que, en gros, pour ces élèves, c'est un mode de recrutement qui s'apparente de plus en plus à celui des classes préparatoires. Est-ce que vous n'êtes pas en train de transformer un mode de sélection qui, avant, notamment avec les mentions très bien, se faisait seulement sur les notes pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Est-ce que, qui se faisait en partie sur les notes, à un mode de sélection un peu... c'est extrêmement subjectif. Alors, cela nous éloigne du projet que je présente pour Sciences Po, mais pas tant que cela, puisque, au fond, ce que nous cherchons à faire à Sciences Po, depuis que l'examen existe, et je précise que l'examen d'entrée n'a pas toujours existé, c'est rendre l'admission à Sciences Po plus accessible, non pas plus facile, mais plus accessible à tous les bons élèves et toutes les bonnes élèves, quels qu'elles soient, où qu'ils se trouvent, où qu'elles se trouvent sur les territoires. L'accès à nos procédures d'admission est en soi un enjeu. C'est-à-dire que la sélection à l'heure actuelle est opérée avant même la première épreuve, avant même l'examen du premier dossier, parce que beaucoup de très bons candidats ne sont pas arrivés jusqu'au moment où ils appuient sur le bouton qui leur permet de valider le dossier. C'est un enjeu absolument essentiel que de contribuer à changer le regard que l'ensemble du système éducatif porte non pas seulement sur l'admission à Sciences Po, mais sur les études supérieures en général. Est-ce que vous savez que nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel on dépense le plus d'argent en cours particuliers? 1,5 milliard d'euros chaque année. Est-ce que vous savez que nous sommes peut-être le seul pays au monde à considérer que les enfants doivent faire l'objet d'une notation de 0 à 20, enfin de 0 à 12, le plus tôt possible? C'est tout à fait anormal. Ce que nous devrions développer, loin de ce que vous évoquez, c'est-à-dire un recrutement fondé simplement sur les notes, c'est un recrutement qui fasse appel à la culture que l'on acquiert au lycée, aux compétences que l'on acquiert au lycée. Moi, je crois dans la vertu de l'enseignement secondaire. Je ne crois pas que le niveau baisse. Je crois que les exigences changent, que les lycéens et les lycéennes apprennent d'autres choses. Ils apprennent beaucoup de choses que nous n'apprenions pas il y a 20 ans. Et je crois aussi que nous devons faire en sorte de toujours accentuer la démocratisation et la diversification de notre recrutement. Je fais des propositions très concrètes, notamment en direction des Outre-mer. Je fais des propositions très concrètes, notamment pour accroître la proportion d'élèves boursiers et au sein des élèves boursiers, les étudiants qui sont à l'échelon 5 et 6, parce que c'est un enjeu fondamental pour Sciences Po et pour l'enseignement supérieur en général. Sciences Po est doté d'un grand centre de recherche et j'ai envie de vous questionner sur, suite à l'article de Christelle Leroy dans Le Monde, qui notait avec un trait d'humour comment les principaux journalistes, hommes politiques ou dirigeants même d'entreprises venaient de Sciences Po, et en même temps il y a un véritable constat qui est qu'on aime critiquer l'institution. Il y a aussi une défiance qui a été montrée, vous savez, dans cet article sur les crispations alarmantes de la société française, où on voyait que de plus en plus de Français avaient une défiance vis-à-vis de leurs dirigeants politiques notamment. Comment voulez-vous faire, vous venez de parler de certains boursiers, comment voulez-vous faire pour quelque sorte que les gens qui sortent de Sciences Po soient peut-être plus proches de ceux sur qui ils seront amenés à diriger? Je crois que pour que la société change... Et juste, je permets de préciser, vous aviez parlé de l'OCDE, on est aussi, en termes de défiance entre les hommes politiques et le peuple, tout du moins, on est le plus fort, bien derrière les pays scandinaves, les États-Unis, le Royaume-Uni et beaucoup d'autres. Vous savez, je passe une partie de mon existence dans un petit village de la Drôme, qui s'appelle Soux, et je vois bien, au contact de ses habitants, de mes voisins, de ma famille, que l'image de Sciences Po
a été considérablement dégradée depuis plus d'1 an. J'ai bien dit depuis plus d'1 an. Cette image, aujourd'hui, est à ce point dégradée que nous avons le devoir, collectivement, d'en tirer les conséquences pour donner une autre image de Sciences Po. Et c'est la raison pour laquelle l'un des axes principaux de mon projet, c'est précisément de revenir à la source. Le projet d'Émile Boutmy qui voulait faire de Sciences Po je le cite, une école ouverte. Et ouverte. C'est-à-dire un établissement qui fait la démonstration de l'intérêt qu'il représente pour la société tout entière. Nous exerçons à Sciences Po une mission d'intérêt général. Sciences Po, en 1871, projetait de former de nouvelles élites plus démocratiques pour la France. Aujourd'hui, nous devons former de nouvelles élites plus démocratiques pour l'Europe et puis pour une gouvernance désormais globale. Nous devons aussi faire la preuve de notre ouverture sur notre environnement immédiat. Je pense que, à plus d'un titre, nous pourrions redécouvrir la France. Redécouvrir des rapports tout à fait cordiaux avec les pouvoirs publics, ouvrir notre établissement sur la société, ouvrir nos portes et nos fenêtres. Je propose par exemple que les parents d'élèves, une fois par an, puissent bénéficier d'une journée portes ouvertes, que les anciens puissent bénéficier d'une journée portes ouvertes, que les cours, comme nous le disions tout à l'heure, soient proposés très largement, mais que nous établissions de nouveaux accords de partenariat avec des établissements culturels, avec des entreprises, de sorte de toujours montrer l'intérêt qui est le nôtre à servir la mission d'intérêt général de Sciences Po. Vous parliez de la détérioration de l'image de Sciences Po, mais est-ce que c'est pas justement intrinsèque à Sciences Po cette suspicion de conflit d'intérêts, puisque dans Sciences Po, il y a le mot politique, il y a le mot, donc Geneviève Fioraso, qui était ancienne professeure à Sciences Po, devient ministre, et souvent les ministres ou les anciens présidents sont passés par Sciences Po. Il y a aussi cette image-là dans l'imaginaire français. Alors comment restaurer l'image aussi de ce côté-là ? Écoutez, en l'occurrence, ce n'est pas qu'une image. Sciences Po, c'est vrai, forme une bonne partie des élites administratives, politiques, sociales, culturelles de notre pays et nous pouvons nous en réjouir. Ce qui est important, c'est que la formation que nous dispensons à ces futures élites soit tout à fait conforme aux intérêts fondamentaux de notre pays, que nous formions, comme le souhaitait Émile Boutmy, des élites ouvertes sur le monde, des élites à même de comprendre les nouveaux enjeux du monde contemporain, cultivées, au sens noble du terme, et de ce point de vue-là, je crois que nous avons énormément de choses à apporter à notre enseignement supérieur, à notre recherche. Parce que Françoise Méloniaux, lors de la remise du bachelor, disait que nous tentons de vous rendre cultivés, c'est-à-dire savoir un petit peu de tout, et on a bien du mal à faire ça. Je la cite un peu, grosso modo. Qu'est-ce que vous citez Françoise citant Pascal, effectivement. Voilà. En l'occurrence, c'est bien là la tradition de Sciences Po que de s'appuyer sur l'idée qu'une culture générale repose sur la connaissance d'un grand nombre de faits, sans toujours les approfondir véritablement, même si ces dernières années, vous aurez noté également que dans la réforme que nous avons mise en œuvre au collège et en master, nous avons fait une place plus grande aux disciplines et au paradigme de ces disciplines, de sorte que la culture s'est davantage nourrie d'un fond disciplinaire très, très solide. Nous sommes passés, en d'autres termes, de sciences pipeaux, comme parfois nous étions caricaturés, à un établissement extrêmement solide à tout point de vue au regard de ces enseignements. Oui, mais quand certains écrivent même qu'il faut en finir avec Sciences Po, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire une véritable rupture, une réforme finalement pour restaurer ou finalement instaurer une nouvelle image de Sciences Po ? C'est précisément ce que je propose dans ces 260 propositions et dans ces 3 parties, dans ces 3 thèmes essentiels de mon projet, que de contribuer à la restauration de cette image de Sciences Po, mais aussi en faisant valoir cette image, en nous faisant connaître. Puisque souvent, on critique aussi ce que l'on méconnaît. Nous avons beaucoup de choses à faire valoir, de nos qualités, de ce que nous pouvons apporter aussi bien aux lycéens, aux étudiants, qu'à nos élèves et à nos diplômés, à nos chercheurs. Et par conséquent, il faut nous ouvrir sur la société. Très fondamentalement, c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de rétablir des relations cordiales avec les pouvoirs publics, il ne s'agit pas simplement de montrer à quel point notre gouvernance peut être exemplaire et notre gestion irréprochable, il s'agit fondamentalement de porter notre marque
et de la faire porter par ceux qui aiment et qui vivent Sciences Po. Aujourd'hui, je vais vous dire, 2 fois des étudiants sont passés dans mon bureau pour me demander si je pouvais les aider parce qu'ils allaient présenter Sciences Po dans leur lycée. En théorie, je ne peux pas les aider puisque nous avons pour tradition de conserver pour nous l'usage de la marque et des supports de communication de Sciences Po. Je considérerais normal que tous les étudiants, tous les enseignants, tous les anciens de Sciences Po, tous les salariés, tous les chercheurs soient des représentants de Sciences Po au quotidien, que les étudiants bénéficient d'un kit de présentation de Sciences Po pour aller présenter Sciences Po dans leur lycée, que les enseignants bénéficient d'une carte de visite, de même que les chercheurs, et de papier en tête pour vous faire des lettres de recommandation. Aujourd'hui, vos enseignants, lorsqu'ils ne sont pas des enseignants permanents de la maison, n'ont pas le droit de vous faire des lettres de recommandation sur papier en tête de Sciences Po. Pourquoi ? C'est, de mon point de vue, quelque chose qui doit être remis en cause. Nous devons nous ouvrir et donner la liberté à tous les acteurs de notre communauté de servir l'intérêt de cette communauté, en l'espèce de la marque Sciences Po. Tout en faisant attention aux dérives possibles. Je ne crois pas qu'il y ait de dérive en soutenant la candidature d'un étudiant à une formation quelle qu'elle soit. Parmi les dernières volontés du dernier président, il y avait... Directeur. Ouais, mais c'est un lapsus révélateur. Un président est élu, le directeur n'est pas encore élu au suffrage universel. C'est une proposition qui ne figure pas dans mon projet. Mais... D'accord, très bien. Non, mais toujours est-il qu'il y avait une volonté de faire de Sciences Po un peu un temple de la recherche universitaire, essayer un peu d'exporter, de devenir un modèle un peu à l'image des universités anglo-saxonnes. Est-ce que la recherche est centrale chez vous ? Est-ce que Sciences Po a vocation à former des grands universitaires et à avoir beaucoup de membres académiques dans son sein ? Alors, pour ma part, je ne suis pas un universitaire, mais je suis un personnel académique, puisque je suis professeur agrégé affecté à l'Institut d'études politiques de Paris, mais je suis chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po et très, très heureux de mener des recherches, notamment sur les institutions universitaires et les mouvements étudiants. J'ai toujours considéré, et je considère aujourd'hui plus que jamais, que la recherche est un axe stratégique pour Sciences Po. Elle est un axe majeur aussi de l'avenir de notre financement. Il est clair que la recherche aujourd'hui doit conforter à Sciences Po non seulement les axes qui ont été développés ces dernières années, mais ce qui a fait notre tradition et a vocation à toujours faire notre tradition. Nous sommes d'une part le lieu privilégié de l'étude des sciences sociales du politique, et nous sommes d'autre part peut-être l'un des seuls établissements où les sciences sociales rencontrent des problématiques aussi bien du public que du privé. Et les propositions en matière de recherche portent notamment sur le développement des humanités digitales et de toutes ces nouvelles recherches qui sont menées à la croisée des bases de données, le big data, l'open data et les paradigmes des sciences sociales. Nous avons beaucoup à apporter en l'espèce à cette nouvelle problématique. Malgré le coût que cela peut supposer ? Vous savez, je crois à court terme. Ça peut être un investissement à long terme, mais à court terme, ça suppose quand même, par exemple, les bourses doctorales et autres, ça suppose un coût certain. Alors, ça, c'est une autre problématique que le financement des études doctorales. En l'espèce, je suis convaincu depuis longtemps, et ayant moi-même entamé une thèse que je n'ai jamais pu finir, de la nécessité absolue de doter nos doctorants de véritables moyens pour mener à bien leur recherche. Ce qui signifie que nous devons engager dans un parcours doctoral des étudiants financés, encadrés et associés pleinement à la vie du laboratoire au sein duquel ils travaillent. Je fais des propositions en ce sens, bien évidemment. Monsieur Collomb, excusez-moi de vous interrompre. Alors pour les 5 dernières minutes, on aimerait que Marine intervienne pour vous poser un petit oui-non. Vous devrez répondre le plus brièvement possible par oui ou par non. Donc aujourd'hui, on va faire une petite modification puisqu'on va vous faire une sorte d'oral d'émission comme on trouve maintenant en première année. Donc vous allez devoir répondre rapidement, avec sincérité bien sûr. Donc déjà, première question, votre qualité. Première. D'accord. Un défaut ? Franchise. Si on vous donnait 1 minute pour dire du mal des autres candidats, qu'est-ce que vous voudriez ? Je serais bien en peine puisque je ne connais pas à ce jour la liste des candidats. Je ne connais pas la liste complète des candidats précédents. Bon, allez, un petit clash sur Régnier quand même. J'apprécie beaucoup Dominique Régnier.
Alors, je l'ai eu comme enseignant, je le côtoie régulièrement dans le cadre de mes activités professionnelles. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais qu'est-ce que vous avez que Dominique Régnier n'a pas? Ou en termes de projet? J'attends de voir son projet et je pense que il faut que nous ayons une discussion sur les projets. Les discussions sur les personnes ne sont pas le plus important pour nous aujourd'hui. Je pense sincèrement. Et finalement, pourquoi vous, comme prochain directeur, et pas un autre? Je dois répondre par oui ou par non? Oui. Oui, bien sûr. Écoutez, je crois que j'ai le projet le plus ambitieux et en même temps le plus réaliste pour Sciences Po. Donc finalement, vous pensez que vous vous inscrivez plutôt dans la rupture ou dans la continuité? S'inscrire dans la continuité, c'est toujours rompre avec le passé. Ah mais sincèrement, C'est ça, un l'historien. historien, C'est c'est l'historien qui parle. C'est très beau. Sciences Po est un établissement qui a toujours porté des valeurs de progrès. Il ne s'agit pas de conserver ce qui a été en l'état, mais de constamment adapter notre établissement aux évolutions du monde contemporain. On ne va pas renoncer aux ordinateurs et à l'intégration du numérique dans les enseignements au prétexte qu'il n'y en avait pas du temps de... C'est la Michel rupture Janton. tranquille. Rupture tranquille. Pour des questions un petit peu plus personnelles, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez crisper finalement l'administration avec votre présence sur les réseaux sociaux, votre implication sur Twitter, les chatons, enfin tout ça? Alors, séparons les plans. Séparons les chatons, oui. Séparons les chatons, en l'occurrence un chaton. Un chaton, oui. Qui est le chat que j'ai offert à mon beau-père. Que vous Holmes. mettez en avant. Ah, mais je crois qu'il Sur les mérite d'être mis en avant et je vous invite à lui rendre visite Dans la Drôme. le 22 juin dans la Drôme à l'occasion du concert Porte que va ouverte. donner le chœur et orchestre de Sciences Po. Ce sera porte ouverte. Ah. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, pour moi, cela fait partie d'une chose tout à fait normale que d'être présent sur les réseaux sociaux, que d'être en phase avec les nouveaux moyens de communication de son temps. Avant les réseaux sociaux, j'étais sur le web 1.0, j'ai créé un site internet en 2001. Avant d'avoir créé un site internet, je faisais déjà du tutorat en ligne pour des candidats au baccalauréat en 1996, si je ne m'abuse. Donc, pour moi, ce n'est rien que de très normal. Donc Et le chat remplace le marsupilami de Richard Descoings. rien ne remplace le marsupilami de Richard Descoings. Juste, les réseaux sociaux vous ont permis d'avoir une grande proximité avec les étudiants de Sciences Po. Je l'avais avant. Vous nous J'ai côtoyez toujours eu une souvent dans grande- les couloirs, les photos, voilà, on vous voit souvent, on a la possibilité de vous parler. Est-ce que vous pensez que si vous êtes élu directeur de Sciences Po, vous pourrez continuer à avoir cette proximité? Je le souhaite bien. Je pense que c'est une condition principale de Avec l'exercice les de cette fonction. Vous savez, Émile Boutmy, comme l'ont révélé François et Renaud Leblond dans leur biographie qui vient de paraître chez Anne Carrière, était quelqu'un de très proche de ses étudiants. Tous les enseignants que je connais et que j'apprécie sont proches de leurs étudiants. On a l'impression qu'être proche des étudiants, d'être à leur écoute, à leur contact, de répondre à leurs attentes est une anomalie. Pour moi, c'est juste l'évidence même de mon métier. Mon métier, c'est d'être enseignant et c'est de répondre aux questions des étudiants lorsqu'ils me les posent. Mais le problème, c'est que vu que vous êtes déjà populaire et pour peu que vous fassiez ensuite du bon travail à la tête de Sciences Po, est-ce que les gens qui risqueraient de vous nommer ne peuvent pas avoir peur d'un destin pour vous à la Richard Descoings? C'est-à-dire quelqu'un de très populaire, sur lequel finalement après ils n'ont plus grande prise puisque voilà, il a la popularité, il a la compétence, il a l'aura médiatique qui fait que quelque part on peut plus véritablement avoir de prise sur lui. Je crois que le plus important aujourd'hui pour Sciences Po, c'est de dépersonnaliser la gouvernance. Et même dans le débat que nous avons aujourd'hui, le plus important, c'est le projet, c'est l'avenir de Sciences Po, ce sont les propositions des différents candidats. Il est très important dans la gouvernance de Sciences Po de mettre en place une démarche de collégialité, de consulter toute la communauté à l'occasion des grandes réformes, de faire en sorte de rompre avec sans doute un mode de gestion qui était parfois peu collégial. David Collomb, je vais juste rebondir sur la question de Marine, que vous vouliez séparer de questions, donc je vais poser la deuxième partie. Vous citez CIS sur votre profil Facebook, vous mettez en avant les élèves, les anciens élèves, les chercheurs, les enseignants. C'est un peu le candidat du petit peuple. Est-ce que ça risque pas de poser un problème avec les conseils? Parce que au final, c'est les conseils qui décident. Écoutez, je n'ai pas choisi d'être candidat pour plaire à un comité de recherche ou à des conseils. J'ai choisi d'être candidat parce que j'estime que dans l'époque que nous traversons et dans la crise que connaît Sciences Po, il est plus que jamais nécessaire de porter un certain nombre de propositions ambitieuses et qui vont tout simplement dans le sens de l'histoire.
proposer que les étudiants soient représentés au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, ce n'est pas une proposition extraordinairement novatrice. Proposer qu'on gèle les droits de scolarité pendant la durée du mandat, ce n'est que l'évidence au regard de la part que représentent aujourd'hui les droits de scolarité dans le financement global de l'institution. Par conséquent, je ne porte pas des revendications extrêmes. Et ensuite, lorsque vous parlez de petits peuples, il me semble que les étudiants sont 12 000. Vous êtes 12 000. Qui contribuent à hauteur de 50% des ressources propres de l'établissement, qui sont la richesse de notre établissement. Je m'imagine Sciences Po, sans les étudiants, ce ne serait pas Sciences Po. Vous n'êtes pas le petit peuple, pas plus que les enseignants, les chercheurs, les salariés ne sont, comme vous dites, le petit peuple. Il s'agit là, et pas plus que les anciens ne sont le petit peuple, il s'agit des acteurs de la vie de Sciences Po. Il est légitime qu'ils s'expriment et j'entends porter très clairement leur voix. Merci beaucoup, Monsieur Collomb, d'avoir accepté notre invitation. Pour que Sciences Po le soit encore moins, ce serait David Colland, le futur directeur de l'établissement. Merci à vous, David Colland. Merci à vous.